De la carabine réglementaire au pistolet mitrailleur, en passant par les lance-roquettes anti-chars, les mitrailleuses et les lance-flammes, l'arsenal allemand de la Seconde Guerre mondiale était l'un des plus redoutables et des plus innovants de l'histoire militaire. Découvrez les principales armes qui ont façonné le conflit. Commençons par les pistolets et revolvers. Luger P08, l'arme de poing la plus reconnaissable de la guerre. Son mécanisme à geôlière articulée et sa silhouette élancée en font une icône absolue. Chambrée en 9 mm Parabellum, la cartouche qu'elle contribua à populariser, le Luger était une pièce d'horlogerie de précision, magnifique, mais sensible à la saleté et coûteuse à produire. Walther P38, le successeur pragmatique du Luger, plus simple, plus rapide à fabriquer et doté d'un chien apparent pour un chargement en chambre plus sûr, le P38 devint le pistolet de service standard de la Wehrmacht dès 1940. Sa conception influença directement les pistolets militaires des décennies suivantes. Walther PPK, l'arme des officiers, des agents de la Gestapo et de la SS. Compact et élégant, chambré en 7,65 mm ou 9 mm court, le PPK était l'arme des coulisses du pouvoir nazi. Il est généralement considéré comme l'arme utilisée par Adolf Hitler le 30 avril 1945, bien que certaines sources évoquent encore un débat à ce sujet. Mauser C96, un vestige de la Grande Guerre encore présent dans les holsters allemands. Ce pistolet, reconnaissable à son chargeur intégré devant la queue de détente, était tombé en désuétude, mais fut encore utilisé par des officiers et des unités irrégulières tout au long du conflit. Sauer 38H, un pistolet compact et bien conçu, apprécié de la police et des officiers. Son mécanisme de désarmement du percuteur sans chien apparent en faisait une arme particulièrement sûre à porter. Produit en grande quantité, il équipa notamment les forces de l'ordre et la Luftwaffe. Passons aux fusils et carabines. Carabiner 98K, l'épine dorsale de l'infanterie allemande. Cette carabine à verrou, chambrée en 7,92 x 57 mm Mauser, était précise, robuste et fabriquée avec une qualité d'usinage remarquable. Près de 15 millions d'exemplaires produits en font l'une des armes les plus répandues du conflit. Elle équipa les soldats allemands de la Pologne jusqu'à Berlin. Gewehr 41, la première tentative allemande de créer un fusil semi-automatique pour concurrencer le Garand américain. Son mécanisme à gaz complexe le rendait sensible aux encrassements et son poids élevé le rendit impopulaire sur le terrain. Malgré ses défauts, il resta en service jusqu'à l'arrivée de son successeur, avec une production avoisinant les 140 000 exemplaires. Gewehr 43, le fusil semi-automatique qui corrigea les défauts du G41. Doté d'un chargeur amovible de 10 coups et d'un mécanisme à gaz simplifié, il offrit enfin à l'infanterie allemande une cadence de tir accrue. Souvent équipé d'une lunette de visée, il servit également de fusil de précision. Fallschirmjäger Gewehr 42, l'une des armes les plus en avance sur son temps de toute la guerre. Conçu exclusivement pour les parachutistes, le FG42 combinait la puissance d'un fusil de bataille avec la capacité automatique d'une mitrailleuse légère, le tout dans un châssis relativement compact. Son coût de fabrication exorbitant limita sa production à environ 7000 exemplaires. Sturmgewehr 44, l'arme qui inventa un nouveau concept, le fusil d'assaut. Chambré dans la cartouche intermédiaire 7,92 sur 33 mm Kurz, il combinait la portée d'un fusil et la cadence d'un pistolet mitrailleur. Développé sous les appellations MP43 puis MP44, il fut rebaptisé Sturmgewehr 44 pour des raisons politiques. Chaque armée moderne dans le monde en porte encore l'héritage direct. Volkssturmgewehr, le fusil du désespoir. Fabriqué dans les derniers mois de la guerre avec des techniques d'emboutissage poussées à l'extrême, il était destiné à la Volkssturm, la milice populaire composée de vieillards et d'adolescents. Produit dans des conditions industrielles chaotiques, sa fiabilité était très variable selon les lots de fabrication. Continuons avec les pistolets mitrailleurs. MP18, l'ancêtre. Développé à la fin de la Première Guerre mondiale par Hugo Schmeisser, le MP18 posa les bases de tous les pistolets mitrailleurs modernes. Quelques exemplaires furent encore utilisés par des unités de seconde ligne et des polices en 1939 à 1945. MP28, l'évolution directe du MP18, avec un sélecteur de tir permettant le coup par coup. Exporté dans de nombreux pays et copié par les Britanniques pour donner naissance au Lanchester, il équipa notamment les SS,
et les unités coloniales allemandes au début du conflit. MP-38, le pistolet mitrailleur des débuts de la Blitzkrieg. Reconnaissable à sa crosse repliable en métal et à son aspect industriel entièrement métallique, il était conçu pour les équipages de véhicules blindés et les parachutistes. Un défaut notable, il pouvait partir accidentellement en cas de choc violent. Ce problème contribua directement à l'amélioration du modèle MP-40. MP-40, la version corrigée et produite en masse du MP-38, icône absolue de l'armée allemande, souvent appelée à tort Schmeisser par les Alliés, alors qu'Hugo Schmeisser n'y était pour rien. Fiable, précis à courte portée et facile à manier, il fut produit à plus d'1 million d'exemplaires. Sa crosse repliable et son chargeur à double embase sont reconnaissables entre mille. MP-41. La tentative de Schmeisser de combiner la crosse en bois traditionnelle du MP-28 avec le mécanisme du MP-40. Produit en quantité limitée, il fut principalement utilisé par la Waffen-SS et les unités de police. Un litige de brevet avec Hermawerk en limita rapidement la fabrication. MP-3008. La réponse allemande au Sten britannique, copie quasi conforme du pistolet mitrailleur allié, fabriqué à la va-vite dans les ateliers en ruine de l'Allemagne de 1945. Un symbole saisissant de l'effondrement industriel du Reich, qui en était réduit à plagier les armes de ses ennemis pour survivre. Voyons maintenant les mitrailleuses. MG-08, la mitrailleuse refroidie par eau de la Première Guerre mondiale, ressortie des arsenaux par nécessité. Trop lourde pour suivre une infanterie mobile, elle fut reléguée aux positions fixes, à la défense côtière et à l'armement des unités de seconde ligne. Un fantôme du passé encore bien présent. MG-34, la première mitrailleuse généraliste de l'histoire. Conçue pour être utilisée aussi bien sur bipied comme arme de section que sur trépied comme mitrailleuse lourde ou montée sur véhicule, l'MG-34 était d'une polyvalence inégalée. Avec une cadence de tir de 800 à 900 coups par minute, elle terrorisait les soldats alliés. Extrêmement sensible à la poussière et très coûteuse à produire, elle poussa l'Allemagne à développer son successeur. MG-42, la faucheuse. Avec une cadence de tir pouvant dépasser 1200 coups par minute, le son de l'MG-42 était si distinct, une déchirure de toile tendue, que les soldats alliés lui donnèrent des surnoms. Hitler's Buzzsaw, la scie à os. Sa facilité de fabrication par emboutissage, son changement de canon en quelques secondes et sa fiabilité légendaire en font souvent l'une des mitrailleuses les plus efficaces du conflit. Son concept est encore utilisé aujourd'hui dans la MG3. MG15. Développée comme arme de défense flexible pour les avions, elle se retrouva au sol face aux pénuries d'armement de 1943-44. Adaptée avec une crosse, un bipied et un chargeur circulaire, elle finit sa carrière comme arme d'infanterie improvisée, loin du ciel pour lequel elle avait été conçue. MG-81, l'arme de défense aérienne des avions de la Luftwaffe. Légère et dotée d'une cadence de tir encore plus élevée que l'MG-42, elle équipait bombardiers et avions d'observation. Certains exemplaires furent également montés sur des affûts terrestres pour la défense antiaérienne légère en fin de guerre. Passons aux armes anti-chars portatives. Panzerbüchse 39, le fusil anti-char allemand. Chambré en 7,92 x 94 mm, cette arme imposante permettait de percer le blindage des chars légers de 1939 à 1940. Mais face au T-34 et au Sherman, elle s'avéra rapidement impuissante. De nombreuses furent alors converties en Granatbüchse 39, un lance-grenade anti-char, leur offrant une seconde vie inattendue. Panzerschreck, la réponse allemande au bazooka américain en plus puissant. Officiellement baptisé Raketenpanzerbüchse, ce lance-roquette de 88 mm tirait une roquette à charge creuse, capable de détruire n'importe quel char allié. Son principal défaut, il nécessitait une protection faciale contre les gaz et flammes de tir, rendant son usage aussi intimidant pour celui qui le portait que pour sa cible. Panzerfaust, l'arme anti-char à usage unique la plus simple jamais conçue. Un tube en acier, une charge creuse, une détente rudimentaire. Elle pouvait percer plus de 200 mm de blindage et était si facile à fabriquer que des millions d'exemplaires furent produits. C'est avec cette arme que de jeunes soldats de la Volkssturm tentèrent d'arrêter les colonnes de chars soviétiques aux portes de Berlin. Voici les explosifs et grenades.
Stielhandgranat 24, la grenade à manche, surnommée Potato Masher par les soldats alliés en raison de sa forme caractéristique. Son long manche en bois permettait un lancer en rotation plus puissant, augmentant significativement la portée. Principalement à effet de souffle, elle pouvait également être transformée en grenade à fragmentation grâce à une gaine métallique ajoutée autour de la tête explosive. Handgranat 39, la grenade œuf. Petite, légère et facile à transporter, elle constituait le complément parfait de la Stielhandgranat. Un soldat pouvait en porter bien plus dans ses poches. Utilisée massivement par toutes les unités combattantes allemandes, jusqu'au dernier jour du conflit. Nebelhandgranat 39, la grenade fumigène. Produisant un nuage de fumée opaque, elle servait à masquer les mouvements de troupes, à signaler des positions et à désorienter l'ennemi lors d'assauts. Son enveloppe jaune, caractéristique, la distinguait facilement des grenades offensives. Gebalteladung, la charge groupée, consiste à lier plusieurs têtes de Stielhandgranaten autour d'une centrale munie d'un manche, utilisée pour détruire des obstacles, des blocos ou des chars, à bout portant, une tâche qui exigeait un courage, frisant le sacrifice. Mortier et soutien indirect. Leichter Granatwerfer 36, le mortier léger de 50 mm destiné au niveau de la section. Compact et facile à transporter, il permettait d'arroser des positions ennemies à courte distance. Cependant, sa portée limitée et sa relative complexité de mise en œuvre le firent progressivement abandonner au profit de grenades à fusil. Granatwerfer 34, le mortier de 81 mm, l'arme de soutien par excellence de l'infanterie allemande. Avec une portée dépassant 2400 mètres et une cadence de tir pouvant atteindre 25 coups par minute, il était la terreur des positions alliées. Robuste et précis, il servit sur tous les fronts de la guerre. Granatwerfer 42, le grand mortier de 120 mm, copié sur le modèle soviétique capturé. Face à l'efficacité redoutable du mortier russe PM-38, les Allemands eurent la sagesse pratique de l'adopter tel quel. Monté sur roue, il fournissait une puissance de feu proche de l'artillerie légère, détruisant abris. Concentration d'infanterie à plus de 6 km. Lance-flamme. Flammenwerfer 35. Le lance-flamme standard de début de guerre. Composé de 2 réservoirs dorsaux contenant un carburant épaissi et de l'azote sous pression, il projetait une langue de feu à une dizaine de mètres. Redoutable pour nettoyer les bunkers et les positions retranchées, mais son porteur était une cible prioritaire pour tout sniper ennemi. Flammenwerfer 41, la version allégée et améliorée du FMW-35. Plus compact, il réduisait le poids supporté par le soldat tout en augmentant la pression de projection. Utilisé massivement sur le front de l'Est pour réduire les points d'appui soviétiques, il laissa derrière lui certaines des images les plus terrifiantes du conflit. Terminons avec les couteaux et baïonnettes. Seitengewehr 84/98. La baïonnette standard de la Wehrmacht, héritée de la Première Guerre mondiale. Avec sa lame courte de 25 cm, elle était bien plus pratique que les longues épées baïonnettes de l'ère précédente. Montée sur le carabineur 98K, elle servait autant d'outils multifonctions que d'armes pour l'assaut final. Kampfmesser, le couteau de combat des unités d'élite. Plusieurs modèles circulèrent au sein des parachutistes, des commandos et des Waffen-SS, simples, efficaces, conçus pour le corps à corps silencieux et les travaux de survie en terrain hostile. Fallmesser, le couteau de parachutiste à lame gravitationnelle, conçu spécifiquement pour que les Fallschirmjäger puissent se libérer de leur sangle d'atterrissage d'une seule main en cas d'urgence. Son mécanisme permettait à la lame de s'ouvrir par simple pression d'un bouton et rotation du poignet. Un outil de survie autant qu'une arme. Voilà un aperçu complet des principales armes qui firent de la Wehrmacht, de la Luftwaffe, de la Kriegsmarine des forces redoutables, un arsenal qui a redéfini la guerre moderne et dont certaines idées sont encore visibles dans les armes d'aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner et rendez-vous dans la prochaine vidéo.